En cherchant des réponses à des questions existentielles, j'ai entendu beaucoup de vérités spirituelles venant de personnes dont la vie ne reflétait aucunement l'enseignement qu'elles prêchaient par ailleurs. C'est alors que j'ai opté pour la science comme moyen de comprendre la vie. À l'époque, je n'étais pas quelqu'un de spirituel, et bien sûr, en tant qu'étudiant en sciences, on m'avait inculqué les concepts conventionnels, à savoir la biologie darwinienne. On nous avait appris que c'était les gènes qui contrôlaient la vie, que nous étions des automates génétiques ou des machines chimiques et ainsi de suite. J'ai eu une chance formidable de pouvoir faire mon doctorat à l'université de Virginie sous la tutelle d'un grand scientifique, le professeur Irving Königsberg, qui était un des premiers à avoir cloné les cellules souches. C'est donc de la culture de cellules souches en 1976, il y a 40 ans de cela. Les gens pensent que la culture de cellules souches est une science toute récente. Non, c'est un domaine qui existe depuis longtemps, mais c'était réservé à des cercles fermés. And the beautiful part about my stem cell research was, as I started to do this, and I was cloning genetically identical cells, I started to realize that en m'occupant de la culture et du clonage des cellules souches identiques, je m'étais aperçu que le fait de changer l'environnement des boîtes de pétri dans lesquelles je mettais les cellules, certaines cellules donnaient des muscles, d'autres des os et d'autres la graisse. Et je me demandais alors comment des cellules qui étaient toutes biologiquement identiques pouvaient une fois donner des muscles, d'autres fois des os et d'autres fois de la graisse. Et la réponse était devenue pour moi évidente, l'information qui provient de l'environnement. Cette découverte m'a mené sur une piste de recherche différente de celle empruntée par mes collègues qui s'occupaient principalement du développement du projet de séquençage du génome humain. À cette époque, j'avais emprunté un chemin peu fréquenté, puisque j'étudiais l'influence de l'environnement sur l'expression de la cellule, tandis que tout le monde s'occupait de savoir comment les gènes contrôlent les cellules. And yet, my papers were published in very prestigious journals. En tout cas, mes travaux ont été publiés dans divers journaux prestigieux, et les résultats étaient clairs, sans aucune ambiguïté, à savoir que le destin des cellules est contrôlé d'abord et avant tout par l'environnement dans lequel elles se trouvent. Lorsque j'ai publié les résultats de mes études, j'étais personnellement très enthousiaste. Mais je me suis retrouvé en minorité dans ma communauté, car j'avais violé, vous avez bien entendu, violé ce qu'on appelle le dogme central. Le dogme central est le pilier de la biomédecine aujourd'hui. C'est un concept inventé par Francis Crick, qui avec James Watson fut à l'origine de la découverte de la double hélice de la chaîne d'ADN. Ce que dit simplement le dogme central, c'est que, comme vous le savez peut-être, le flux de l'information en biologie va de l'ADN à l'ARN, et jusqu'à la protéine. Et c'est quelque chose qui est établi dans tous les textes traitant de la biologie, même de nos jours. Ce que dit donc le dogme central est que l'information part de l'ADN. And therefore, since your body, which is made out of protein, and the proteins are coded for by the DNA. Et puisque notre corps est fait de protéines qui elles-mêmes sont codées par l'ADN, nous sommes obligés d'admettre, comme le veut le dogme central, que notre sort dans la vie est déterminé par les gènes que nous recevons dès notre conception. Vu sous cet angle, nous ne pouvons qu'être victimes de notre hérédité puisque nous ne choisissons pas nos gènes et nous ne pouvons pas les changer. Et puisque ce sont les gènes qui contrôlent notre vie, nous sommes toujours victimes d'un gène particulier. Voilà donc le message que la science conventionnelle a véhiculé jusqu'ici. And the issue is, that's totally false. When I got out of medicine, and I actually looked back. Le problème est que ce concept est totalement faux. Après avoir quitté le domaine de la médecine, j'ai repensé un jour au mot dogme. J'étais choqué lorsque j'ai vu la définition que donnait le dictionnaire du mot dogme. Une vérité basée sur des convictions religieuses et non sur des faits scientifiques. En défiant le dogme, j'étais devenu donc officiellement un hérétique aux yeux de ce qu'on appelle la science, qui est en fait, par définition, une religion. En physique mécanique ou physique newtonienne ou mécanique newtonienne, les notions de mécanique et physique sont synonymes. La physique, c'est donc les mécanismes à l'œuvre dans le fonctionnement de l'univers. La physique quantique n'était pas quelque chose qui m'intéressait, qui intéressait mes collègues à l'école de médecine, car nous avions tous été élevés dans la physique newtonienne. La différence entre ces deux physiques est très profonde. La physique newtonienne dit que l'univers dans lequel nous vivons est une machine faite de différentes pièces mécaniques. Et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, il suffit de prendre une pièce, de l'étudier, de la changer, de changer le fonctionnement de cette pièce. C'est ça la base de la médecine. Nous examinons le corps humain que nous considérons comme une machine faite de différentes pièces, et quand une pièce ne marche pas, on change la pièce en achetant des produits chimiques ou des médicaments. C'est ainsi que la médecine conventionnelle fonctionne.
Lorsque j'ai commencé à étudier la physique quantique, j'ai découvert à ma grande surprise que le fondement de l'univers n'est pas l'univers physique et mécanique, mais une énergie invisible appelée le champ. Let's say if I hold a magnet right here in front of you, and you can see the magnet, but what you can't see is the invisible magnet. Imaginez que je vous montre un aimant. Bien que vous puissiez voir l'aimant, vous ne pourrez pas voir le champ magnétique autour de l'aimant. Il en est de même pour l'énergie invisible. Nous pouvons donc dire que nous sommes des corps physiques, mais nous baignons dans des champs électromagnétiques, exactement comme le champ magnétique autour du téléphone, du portable, de la télévision ou de la radio par exemple. La différence entre la physique quantique et la physique newtonienne est que la physique quantique se concentre sur les particules. La physique quantique dit « Vous voulez savoir pourquoi les particules prennent telle ou telle forme ? Alors il faut comprendre comment marche le champ, car c'est le champ qui contrôle la biologie, ce sont les forces invisibles. » Il y a une grande citation de Albert Einstein qui dit que le champ est l'âme qui gouverne l'action des particules. En d'autres mots, dans notre univers, les forces invisibles, les champs et les particules ont leur importance. C'est le champ qui donne forme à la matière. Cela a son importance lorsqu'on pense par exemple aux particules physiques qui composent notre corps. Pourquoi ces particules peuvent-elles être soit en bonne santé, soit en mauvaise santé? La réponse est que pour pouvoir comprendre l'état de ces particules, ce n'est pas le corps qu'il faut comprendre, mais les forces invisibles dans le champ. Vous vous souvenez évidemment des expérimentations que nous faisions avec la limaille de fer quand on était jeune. On mettait de la limaille autour de l'aimant et on voyait soudainement des schémas se former autour du champ magnétique. En physique quantique, on regarderait le schéma formé par la limaille et on se poserait la question de savoir comment cette limaille a pu prendre cette forme s'il n'y a pas de champ. En d'autres mots, peut-on dire pourquoi la limaille a pris telle ou telle forme si on nie l'existence d'un champ magnétique? La réponse est évidemment non. On peut apparenter le corps et les cellules qui le composent à de la limaille. La médecine essaie de comprendre la nature du corps en s'intéressant à la limaille, tandis que pour la physique quantique, il est impossible de comprendre ce qui se passe dans le corps si l'on ne comprend pas comment fonctionne le champ invisible. Max Planck, un des fondateurs de la physique quantique, a parlé de ce champ invisible et l'a appelé la matrice. C'est également le terme qui a été utilisé dans le film « Que sait-on vraiment de la réalité ?» Certains appellent ce champ la matrice divine, comme c'est le cas de mon ami Greg Braden, qui a écrit un livre sur le sujet. En tout cas, qu'on utilise un contexte physique pour parler de ces forces invisibles en termes de champ, ou qu'on utilise un contexte spirituel et on en parle en termes d'esprit, que ce soit l'un ou l'autre, pour la science moderne, il s'agit là de la même chose. Donc la science est en train d'introduire le concept spirituel des forces invisibles dans le monde physique, concept que la physique newtonienne avait laissé de côté.